Nous vivons un moment pathétique. Un moment pathétique. Et regardez ces images, les présidents de la République à côté. Madame son épouse, Marie-Olive Lembe Kabila, qui vont bientôt faire leur entrée dans cette salle de congrès. C'est un grand moment pour nous, journalistes, de découvrir telle cérémonie. C'est vraiment un honneur de vivre en live ce qui va se passer aujourd'hui ici au Palais du Peuple. L'ambiance est sereine. Le président fait son entrée dans cette grande salle du Palais du Peuple avec à ses côtés Madame Marie-Olive Lembe Kabila, son épouse, la première dame, est ovationnée par les gens qui sont au niveau du balcon et applaudis par les invités et qui sont au niveau de cette salle de congrès du Palais du Peuple. Le président, vous voyez, avec son épouse, va bientôt récupérer sa place. Et voilà, le moment est solennel, hein, sincèrement, c'est solennel. Le président qui va bientôt prendre sa place. Laissons juste au président de cette séance de prendre la parole pour inviter le chef de l'État à prendre la parole, à s'adresser à la nation au travers de ce congrès du Parlement, deux chambres réunies du Parlement, le Sénat et l'Assemblée nationale. L'ambiance est bonne, très serein ici au niveau du Palais du Peuple. Le président debout sur sa chaire et avec un regard attentif, avec toutes les responsabilités qu'il a et qui va bientôt s'adresser à la nation congolaise. C'est un moment pathétique, très chers téléspectateurs, que nous sommes en train de vivre ici au niveau du Palais du Peuple. Bientôt le président du Sénat qui préside cette séance du Congrès va prendre la parole pour demander au chef de l'État pour annoncer son discours, mais bien avant, ce sont des honneurs qui sont avant la cérémonie. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Tout à l'heure, nous nous posions la question de savoir qui de Oben Napedeke et Guadondo va présider cette séance. Eh bien, il n'y a plus de doute possible. C'est bien le président du Sénat qui préside cette séance plénière. Une séance historique dans l'histoire, dans la vie politique de notre pays, car le président va s'adresser à la nation. La séance est reprise. Honorables membres du Congrès et chers collègues, à présent, nous abordons le deuxième point de notre ordre du jour, relatif à l'audition du discours du président de la République sur l'état de la nation. Monsieur le président de la République, à l'occasion de votre adresse à la nation, permettez-moi de vous souhaiter, au nom de tous les honorables membres du Congrès, la bienvenue dans ce beau cadre du Palais du Peuple. Le président Congrès est convoqué conformément aux articles 77 et 119 de la Constitution. Il est consacré à l'audition du discours du président de la République sur l'état de la nation. Le peuple congolais a hâte d'écouter le président de la République à 5 mois des prochains scrutins. Sans anticiper sur les questionnements du peuple congolais et sur les réponses du chef de l'État, je vais affirmer que celui-ci connaît ses préoccupations et les réponses à apporter. Le discours sur l'état de la nation est un événement important pour la collectivité. Il fait l'état des lieux de la cité en même temps qu'il présente les perspectives de son avenir. Sans désemparer, je laisse la parole au président de la République pour son adresse au peuple congolais.
Pourquoi est-ce que je sens qu'il y a une petite tension dans la salle? Je sais pourquoi il y a une tension dans la salle, cette petite tension. Vous voulez bien savoir pourquoi? C'est précisément parce qu'il y a dans cette salle ceux qui pensent qu'aujourd'hui, coûte que coûte, impérativement, quelque part dans mon discours, je dois dire, mesdames et messieurs, comprenez mon émotion. Il y a 28 ans, et je ne vous dirai pas, mesdames et messieurs, comprenez mon émotion, mais ça sera plutôt, mesdames et messieurs, comprenez ma passion pour le Congo. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, honorable député, les sénateurs, distingués invités, mes chers compatriotes, pour la 11e fois, depuis longtemps en vigueur de notre loi fondamentale, je me fais le devoir de rendre compte à notre peuple sur l'état de la nation devant les deux chambres du Parlement réunies en Congrès. Je suis particulièrement heureux que cette tradition invise en elle-même aujourd'hui la paix, la stabilité politique et économique qui règne sur le territoire national, fruit du dur labeur et des énormes sacrifices consentis, nuit et jour, avec le soutien de toutes les institutions de la République, afin que l'héritage nous légué par nos aïeux se consolide et vive à jamais. Sur le ruine hérité de la Deuxième République, des agressions et des rébellions successives qui, depuis 1998, avaient dangereusement menacé l'intégrité territoriale de notre grand et beau pays, désarticulé ses structures politiques et socio-économiques et plongé notre peuple dans une misère indescriptible. Nous avons réussi, par la conjugaison des efforts de tous, à faire émerger un État moderne, uni, démocratique et en pleine croissance économique. Qui aurait cru que la République démocratique du Congo, qui était devenue la risée du monde, dont on ne parlait plus qu'au passé, parce que quasi inexistante dans le concert des nations,
et qui était voué en tant qu'État à une disparition programmée et certaine, pouvait, grâce aux efforts conjugués ensemble, rebondir sur la scène internationale au point d'être aujourd'hui, au plan géostratégique et économique, le centre de toutes les convoitises, des intrigues diplomatiques, voire même de complots sordides. Mes chers compatriotes, je voudrais saluer ici la ténacité et la détermination avec lesquelles vous avez choisi de m'accompagner pendant toute cette période particulièrement difficile de l'histoire de notre pays, où en dépit d'une adversité tout aussi soutenue, nous avons œuvré et continuons à œuvrer ensemble pour réaffirmer haut et fort notre indépendance, notre souveraineté et notre vouloir vivre collectif. Dire non à la balkanisation de notre pays et à l'ingérence sous toutes ses formes. En dépit de nos différences d'opinion politique et de notre diversité ethnique, dont déjouant les calculs de nos adversaires, nous avons plutôt fait un ferment sans pareil de l'unité nationale. Ensemble, nous avons réunifié notre pays, hier divisé, mis en place les institutions transitoires inclusives, permis à doter notre pays par référendum d'une constitution, à instaurer la démocratie en organisant en 2006 les premières élections pluralistes véritablement libres, démocratiques et transparentes de notre histoire. Avec le même élan et la même détermination, j'ai également consacré avec votre concours actif l'essentiel de mon énergie, 12 ans durant, à installer tous les dispositifs institutionnels posés par notre Constitution et à en assurer le fonctionnement régulier et harmonieux au niveau tant national, provincial que local, sans omettre les institutions d'appui à la démocratie. Dans cette perspective, la réforme de l'État engagée depuis 2015 nous a permis de donner une âme à la décentralisation territoriale à travers l'installation de 15 nouvelles provinces qui sera très bientôt complétée par la mise en place de la Caisse nationale de péréquation. Parallèlement, la justice de notre pays a connu quant à elle un coup de fouet à travers l'éclatement de l'ordre juridictionnel existant en deux ordres de juridiction, judiciaire et administratif, coiffés respectivement par la Cour de cassation, le Conseil d'État, en plus de la Cour constitutionnelle. Quant à notre administration publique, elle est soumise à une cure d'amaigrissement, de rajeunissement et de modernisation à travers le contrôle des effectifs et de la masse salariale, ainsi que la mise à la retraite honorable de ceux ayant rendu de loyaux services à la nation. Il en est de même de l'organisation de concours d'admission sous statut et de la formation de jeunes recrues par notre École nationale d'administration, fruit de la réforme engagée depuis une dizaine d'années, qui doit conduire notre appareil administratif
à l'éclatement entre la fonction publique nationale et provinciale. D'autres réformes institutionnelles importantes doivent encore être engagées dans tous les secteurs de la vie nationale afin d'assurer et d'améliorer davantage la gouvernance politique et administrative du pays. Mes chers compatriotes, fort de cette renaissance de l'État, je me suis employé à créer des conditions favorables au décollage d'un Congo économiquement fort et prospère, où la lutte contre les inégalités et la pauvreté constitue désormais la principale mission assignée au gouvernement. Là aussi, le pari paraissait impossible, car au plan économique, nous avions hérité également d'une situation catastrophique. Au cours de la décennie 90, nous étions en effet plongés dans un véritable gouffre, en raison d'un marasme économique caractérisé par une dépréciation monétaire de plus de 90%, un taux d'inflation à 4 chiffres qui à un moment a dépassé le seuil de 3000%. Le déficit chronique du compte général du Trésor et la chute vertigineuse des recettes publiques au point d'en arriver à des prévisions budgétaires insignifiantes de 300 millions de dollars américains en 2001. C'est-à-dire au moment même où tout était à reconstruire en priorité et en urgence. Fort heureusement, après avoir pacifié et réunifié le pays, j'avais proposé à notre peuple un programme économique indicatif, un programme financier intérimaire sans soutien extérieur, avec pour objectif la stabilisation du cadre macroéconomique, ce qui a permis de casser l'hyperinflation et d'assurer la stabilité du taux de change, de réduire les déficits du compte courant extérieur, de résorber les arriérés de la dette extérieure et d'amorcer les réformes de la première génération. Assorti d'un plan de reconstruction axé sur les 5 chantiers prioritaires à impact direct sur la relance de notre économie et le social de nos compatriotes, ce programme avait pour ambition de mobiliser les Congolais autour de la nécessité de nous remettre au travail en vue de recréer la richesse nationale et d'assurer la satisfaction de nos besoins de base, à savoir les infrastructures, l'éducation et la santé, l'emploi, le logement, l'eau et l'électricité. Mes chers compatriotes, grâce aux efforts de tous, nous avons conjuré le sort de nombreuses nuits passées sur certaines routes d'intérêt national, en restaurant l'autorité de l'État, en réunifiant notre territoire à travers un programme de réhabilitation d'un réseau routier minimal de près de 23 000 km, devant régler l'ensemble des chefs-lieux de province, assorti de la modernisation de la voirie de ce dernier. L'exécution de ce programme se poursuit à ce jour et a atteint 27 000 km de réseau routier praticable, dont 24 480 en terre et 3 400 revêtus, au moyen de matériel et des équipements acquis, dont nous avons doté l'ensemble des brigades provinciales de l'Office de route,
avec l'accompagnement de certains partenaires bilatéraux et multilatéraux. À cela s'ajoute l'amélioration de la navigation sur le fleuve Congo à la faveur des unités flottantes construites ou réhabilitées. La relance du trafic ferroviaire grâce à l'acquisition de plusieurs locomotives et voitures pour la Société nationale des chemins de fer et de la Société commerciale de transport et de port. La relance de la compagnie nationale aérienne, la restauration du parc automobile de transport en commun, public et privé, la construction ainsi que la réhabilitation de nombreux hôpitaux, centres de santé, écoles, le tout selon la vision de la révolution de la modernité. Aussi, en vue de réduire notre déficit criant en matière énergétique et améliorer le taux de desserte en énergie électrique, de nombreux chantiers ont été ouverts à travers le pays, allant de la réhabilitation de turbines de la centrale d'Inga à l'implantation de microcentrales hydroélectriques ou solaires, en passant par la construction de barrages de Zongo, de Kakobola et de Katende, dont les travaux sont en séjour à l'étape du lancement de la construction des lignes de transport et distribution, sans compter des structures semblables financées par le secteur privé. Ce faisant, nous assumons également notre part de responsabilité dans la lutte contre les effets néfastes du réchauffement climatique, dont nous sommes victimes, et réitérons notre volonté de garder notre leadership dans la gestion de cette problématique au plan régional et international en tant que deuxième massif forestier du monde. Mes chers compatriotes, l'État ne pouvant pas avoir la prétention de régenter l'ensemble du processus de développement de notre pays, nous avons résolu par ailleurs d'engager des réformes structurelles volontaristes de notre secteur économique. Conséquence de l'option de la libéralisation de l'économie, levée depuis l'an 2002, afin d'offrir l'opportunité au secteur privé de participer à l'effort du redressement national. Ainsi, à la faveur de lois votées par les deux chambres du Parlement, des secteurs comme ceux de l'électricité, des hydrocarbures, de mines, de télécommunications et récemment celui des assurances ont été libéralisés. Parallèlement à la réforme des entreprises publiques, de nombreux textes législatifs et réglementaires concourent également aujourd'hui à la promotion de la concurrence ainsi qu'à l'amélioration de la gouvernance et de la transparence, notamment dans le secteur forestier, minier et pétrolier. Le nouveau code des investissements et celui des marchés publics, la loi sur les tribunaux de commerce et les textes réglementaires mettant en place les différentes structures de régulation et de facilitation telles que le guichet unique du commerce extérieur et celui de la création des entreprises ainsi que l'ANAPI ont pour vocation d'améliorer le climat des affaires,
de stimuler l'investissement national et d'attirer les investissements étrangers. La loi sur le crédit bail, celle sur le régime des zones économiques spéciales, ainsi que celle sur le partenariat public-privé que je viens de promulguer, permettront par ailleurs la mise en place d'un meilleur cadre de collaboration entre les investisseurs privés et l'État dans la réalisation d'importants projets de développement. Honorables députés, les sénateurs, mes chers compatriotes, aujourd'hui, il y a lieu de se réjouir que toutes ces réformes auxquelles il faut ajouter le récent code minier, le nouveau dispositif fiscal et parafiscal, qui a pour objectif la rationalisation de la collecte des ressources de l'État et qui a abouti à la suppression des taxes au niveau national et provincial redondantes et superflues, et porté les fruits escomptés. De 3 milliards de dollars américains en 1960 et 14 milliards de dollars en 1997, notre PIB nominal est ainsi monté ce jour à 50 milliards de dollars à la suite de la croissance économique dont le rythme est passé pendant la même période de 1% en 1960, moins de 5% en 1997, pour atteindre 4,2% cette année. Après avoir frôlé les 2 chiffres il y a seulement 4 ans, soit un taux supérieur à la moyenne de celui de toute l'Afrique subsaharienne, situé à 2,7%. Quoique encore insuffisant, au regard des légitimes ambitions du Grand Congo, le budget de l'État en ressources propres, qui était de 25 millions de dollars en 1960 et 581 millions de dollars en 1997, est remonté aujourd'hui à plus de 4,6 millions de dollars américains. Alors que les réserves internationales sont-elles passées de 62 millions de dollars en 1960 à 62,8 millions de dollars en 1997, avant d'atteindre 1,150 milliard de dollars en 2018. Cette heureuse perspective est consolidée par le redressement du solde brut d'opinion favorable de chefs d'entreprise, passé à près de 18% en mars de cette année, contre moins de 14% en décembre de l'année passée. L'inflation annuelle a été contenue à un niveau raisonnable de moins de 10%, tandis que le déficit budgétaire a été totalement résorbé grâce au redressement des recettes de l'État et l'amélioration substantielle de réserves d'échange. Mes chers compatriotes, il reste évident que l'amélioration et la stabilité du cadre macroéconomique du pays a eu un impact positif, notamment sur les masses laborieuses. C'est ainsi qu'à titre indicatif, la rémunération la plus basse des fonctionnaires de l'État est passée de 35 000 francs congolais en 2010 à 129 000 francs congolais en 2018.
et celui du rang le plus élevé de 61 000 francs congolais à 1 400 000 francs congolais. Pour la même période, dans le secteur privé, le traitement des agents et cadres est passé de 300 à 1 000 dollars américains pour les cadres moyens et de 1 500 à 5 000 dollars pour les plus élevés. Quant au taux de desserte en eau potable, il est passé en milieu urbain de 45% en 2001 à 53% en 2017, grâce à la construction ou au renforcement de 7 stations de traitement, plusieurs forages et 4 captages de sources. Dans le secteur de l'éducation, primaire et secondaire, le nombre d'enfants scolarisés est passé de 10 millions en 1997 à 22 millions en 2018, soit un taux d'accroissement net de plus de 100%. Le nombre d'enfants à l'âge de scolarité pour un taux de mécanisation des enseignants de 75 contre 40% en 1997. Au niveau de l'enseignement supérieur et universitaire, le nombre d'étudiants a connu un taux d'accroissement triennal de 140% de 2006 à 2018. Dans le domaine de la télécommunication, le taux de la couverture nationale est passé de 5% en 2001 à 50% de la population en 2018. Tandis que le nombre d'abonnés est passé de moins de 100% en 2001 à 36 millions d'abonnés en 2018. Et le taux de couverture en fibre optique est passé quant à lui de 0% en 2001 à 20% cette année. Quant au secteur de l'emploi, le taux de chômage de la population active a connu de 1997 à ce jour un taux de réduction de 15%. Et dans le domaine de la santé, grâce aux efforts déployés depuis 2001, les tendances de la mortalité qui étaient très élevées ont été inversées. Ainsi, le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans est passé de 213 pour 1000 naissances vivantes en 2001 à 104 pour 1200 naissances vivantes en 2014. Et le taux de mortalité maternelle a aussi substantiellement reculé, passant de 1200 pour 100 000 naissances vivantes en 2001 à 846 pour 100 000 naissances vivantes en 2014. Honorables députés, mesdames et messieurs, ces résultats sont dus, entre autres, aux différents programmes et projets initiés au cours de cette période, notamment celui de la réhabilitation et de l'équipement des structures sanitaires financées jusqu'à ce jour sur ressources propres à hauteur de 100 millions de dollars américains et qui a couvert 1000 centres de santé.
et 132 hôpitaux généraux de référence. En même temps qu'étaient lancés les travaux de construction de 1000 autres centres de santé, dans l'optique de doter chacun de 145 territoires du pays d'au moins un centre de santé moderne. C'est aussi grâce à cet investissement et à l'expertise accumulée pendant plusieurs années par les cadres nationaux, dont la contribution a été en son temps fortement appréciée sur le continent, en Guinée, en Sierra Leone et au Libéria, que la riposte en un temps record contre les dernières épidémies de la maladie à virus Ebola de Mweka en 2007 à Bikoro cette année a été rapide, bien organisée et efficace. J'en profite pour saluer la contribution, notamment sous la forme d'accompagnement logistique, dont nous avons bénéficié de partenaires extérieurs à l'occasion de ripostes organisées contre ces fléaux. Honorables députés, les sénateurs, mesdames et messieurs, n'en déplaise à ceux qui ne voient que ce qui reste à faire, mais jamais ce qui a été fait. Tous ces résultats ont eu pour incidence la progression de l'indice de développement humain en République démocratique du Congo, particulièrement depuis 2016, en témoigne le rapport du PNUD d'avril de cette année sur la situation économique dans notre pays. Cependant, en dépit de ce résultat, il reste vrai qu'en termes de perspective, les conditions sociales de nos populations demeurent globalement préoccupantes, en raison du seuil important de pauvreté, particulièrement en milieu ruraux et semi-urbain. Et ils devront donc rester au centre de toutes nos politiques publiques. À cet effet, en plus des efforts en cours tendant à pouvoir dans l'immédiat aux besoins essentiels de notre population, il me semble urgent d'œuvrer dès à présent à la maîtrise du taux de croissance démographique en mettant en place une politique courageuse de planification familiale qui nous permettra, dans le moyen terme, d'accéder aux dividendes démographiques en vue d'une croissance intégrée de notre pays. De même, les progrès incontestés dans le domaine de la scolarisation de nos enfants ne devaient pas occulter la nécessité de nouveaux investissements à faire en vue d'améliorer la qualité et l'efficacité de notre système éducatif. Il en est de même de la lutte contre le chômage des jeunes qui devait se poursuivre à travers la formation professionnelle de manière à stimuler l'esprit d'entrepreneuriat à nos enfants pour qu'à leur tour, avec les talents dont le bon Dieu les a dotés, ils participent à la création de la richesse nationale. Dans cette lutte, la loi sur la sous-traitance, constituée avec le Fonds national de l'entrepreneuriat des jeunes, qui va bientôt prendre corps, un complément nécessaire aux efforts en cours de placement
menée par l'Office national de l'emploi. Au plan économique, la pérennité de notre croissance sera tributaire des engagements additionnels en matière de diversification de notre économie, à travers principalement la relance de l'agriculture, spécialement dans les filières de produits d'exportation à forte dose de valeur ajoutée et le développement de l'industrie, y compris touristique. Elle sera également fonction de la poursuite de réformes structurantes, notamment au plan fiscal, dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires et de l'environnement sécuritaire. Elle sera fonction, enfin, de notre ténacité dans la poursuite des différents chantiers ouverts dans le cadre de la modernisation des infrastructures portuaires, aéroportuaires et ferroviaires, ainsi que les plateformes logistiques aux postes frontières qui facilitent l'ouverture de notre pays à l'économie mondiale et son retour en force sur les différents marchés internationaux, notamment de matières premières et agricoles. C'est la satisfaction de cette triple exigence qui permettra à notre pays de se mettre définitivement à l'abri des soubresauts de cours de matières premières. Mes chers compatriotes, la sécurité et la défense de l'intégrité territoriale de notre pays, voilà justement un des sujets majeurs qui ont figuré en bonne place sur la grille de mon action au cours de ces 17 dernières années. Elle devra demeurer une des priorités du pays, et ce pour des raisons évidentes. La position géographique de notre pays, au centre du continent, partageant 9 frontières avec des voisins directs. La diversité d'opinions politiques et la pluralité de nos tribus sont certes des atouts, mais aussi malheureusement des leviers sur lesquels les ennemis du Congo agissent régulièrement pour tenter de le déstabiliser, de le diviser et de se donner le moyen d'en exploiter les nombreuses ressources à ce dépens. Face à cette réalité, il paraît indiqué de continuer à privilégier une politique étrangère de bon voisinage, assumant ainsi notre part de responsabilité au plan de la stabilité régionale. De même, le Congo devra rester un pays ouvert, mais entretenant des relations décomplexées avec tous les autres pays du monde. Cela dit, toute naïveté dans ce domaine est suicidaire. Voilà pourquoi il faudra poursuivre résolument la formation et l'équipement d'une armée moderne et disciplinée. Il en est de même de forces de police et de sécurité. C'est grâce à ces forces que les situations de tension que nous avons connues dans la partie centrale du pays, dans l'Ituri, dans le Sud Kivu et dans le Maniema sont aujourd'hui maîtrisées et sous contrôle. C'est aussi par elles que se poursuit encore avec détermination et que se poursuivra la lutte contre le terrorisme dans le Nord Kivu
et ce jusqu'à l'éradication totale de ce fléau. Ce dispositif de la défense de la patrie, fruit d'une réforme engagée depuis 2007, est aujourd'hui un véritable rempart contre toute agression et toute forme d'atteinte à notre sécurité intérieure. Que tous ceux qui servent la nation au sein de ce corps, souvent au péril de leur vie, reçoivent à nouveau l'hommage et la reconnaissance méritée de tout notre peuple. Il me semble également nécessaire de redonner à notre justice son vrai rôle de régulateur de la vie sociale et de protecteur de l'ordre public, afin que l'impunité soit conjurée à jamais et que cesse la banalisation, fût-elle au nom de considérations politiques, des valeurs essentielles de notre société protégée par la loi pénale. Il est temps que cesse, dans cette optique, toute indulgence, sinon tout laxisme, à l'endroit de ceux de magistrats qui, au lieu d'honorer leur serment, se détournent de leur vocation pour devenir de vrais facteurs d'insécurité judiciaire au sein du corps. Oui, il est temps, plus que temps, que grâce aux réformes et changements opérés, la soif de la justice fortement ressentie par notre peuple soit étanchée et que ceux qui ont choisi de faire les affaires dans ce pays aient pleinement foi en notre système judiciaire. Honorables députés, honorables sénateurs, mes chers compatriotes, dans le même ordre d'idées, je me suis employé au plan politique à promouvoir les idéaux de la démocratie, du patriotisme et de l'indépendance nationale, pour lesquels Simon Kimbangu, Patrice Emery Lumumba et Mzee Laurent Désiré Kabila ont payé de leur vie en m'assurant que la liberté publique ainsi que la participation politique de tous, telle que garantie par la Constitution et les lois de la République, soit exercée en vue d'une seule finalité, à savoir libérer les énergies positives en vue de la cohésion nationale et du développement de notre pays. Aujourd'hui, notre modèle démocratique a fait ses preuves et tous ceux qui tentaient de s'improviser en donnant de leçons l'ont bien compris. Le Congo, la République démocratique du Congo, n'ayant jamais donné de leçons à personne, il n'est pas disposé à en recevoir dans ce domaine. Et surtout pas de la part de ceux qui ont assassiné la démocratie dans ce pays et ailleurs. Je me dois de rappeler à ce sujet que ce ne sont ni des accusations gratuites et infondées, ni des pressions ou menaces inconsidérées, et encore moins de sanctions arbitraires et injustes,
qui nous détourneront de la voie que nous sommes pourtant tracée, nous-mêmes, volontairement et librement. Le cap des troisièmes consultations électorales fixées en décembre prochain reste donc maintenu. Et notre engagement à respecter la Constitution demeure lui aussi non équivoque. Il s'agit pour nous d'abord d'honorer le sens de notre lutte, ce pourquoi nous nous sommes tant sacrifiés avec tant d'autres compagnons. Tomber sur le champ d'honneur et à savoir redonner la parole longtemps confisquée à notre peuple et libérer ses énergies en vue de rebâtir un pays souverain et indépendant. Mesdames et messieurs, c'est pour les mêmes raisons que nous avons tenu également à affranchir notre processus électoral des contingences de financement extérieur et par conséquent des chantages. Et par conséquent des chantages de tout genre, afin de créer les meilleures conditions pour notre peuple de conférer sa pleine légitimité à ceux et celles qui sortiront vainqueurs de ces consultations. Et je réaffirme que désormais, les élections en République démocratique du Congo seront réellement une affaire de souveraineté et qu'elles seront en conséquence entièrement financées par l'État congolais. Loin de relever de la suffisance, encore moins de l'arrogance, il s'agit plutôt d'une option politique responsable qui donne un sens à notre indépendance et à notre dignité nationale. Et à cet effet, j'en appelle à la vigilance et au patriotisme de la classe politique, toutes tendances confondues, afin que les prochaines élections, ouvertes du reste à tous ceux qui en réunissent les conditions légales d'éligibilité, soient un moment un moment de célébration de la cohésion et de l'unité nationale. Que seul le Congo puisse sortir vainqueur de ces consultations afin que vive la paix, la stabilité, l'unité et le développement de notre pays. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, honorables députés et sénateurs, distingués invités, mes chers compatriotes, si la traite négrière, la colonisation, les sécessions, les agressions et les multiples rébellions n'ont pas eu raison de lui, grâce à l'aide de Dieu et à la détermination de tous ses fils et filles, le Congo vivra à jamais
comme nation libre et comme État souverain indépendant. Honorables députés et sénateurs, mesdames et messieurs, je vous remercie. À 16h25 minutes. Aucun secteur de la vie nationale n'a été épargné. C'est comme si, au début de notre intervention, on s'était concerté avec le président de la République. Plusieurs points évoqués par le chef de l'État, nous l'avions parlé parce que nous sommes des journalistes, observateurs avertis de la vie politique et de la vie sociétale. Honorables membres du Congrès et chers collègues, vous venez de suivre le discours du président de la République sur l'état de la nation. Je rappelle que conformément aux dispositions de l'article 77 de la Constitution, le message du président de la République devant les deux chambres du Parlement réunies au Congrès ne donne lieu à aucun débat. Au nom de tous les membres du Congrès, nous remercions sincèrement le président de la République de son message. L'ordre du jour étant épuisé, la séance est prolongée. Séance levée. Hymne national. Présentez armes. Musique. Ferme le bas. Voilà, tout est bien, qui finit bien, très chers téléspectateurs. Je disais,
que c'est comme si nous, on s'était concerté avec le président de la République, parce que beaucoup de sujets évoqués par le chef de l'État, nous l'avions dit avant même qu'il ne prononce son discours. C'est ça le rôle d'un journaliste, parce qu'il doit être un observateur averti de la vie sociétale, la vie politique de son pays. Nous en sommes fiers que le chef de l'État ait évoqué beaucoup de points que nous avions relevés avant son intervention. Le président de la République, c'est la 11e fois qu'il intervient pour faire l'état de la nation. C'est vraiment un discours bilan, hein, pratiquement. Il est parti d'une étude comparative de ce qui s'est passé avant, jusqu'en 97, de 97 jusqu'en 2001 quand il a accédé au pouvoir, et de 2001 jusqu'en 2010. Pratiquement un bilan dans tous les secteurs de la vie nationale. Aucun secteur n'a été épargné. La sécurité, la balkanisation du pays, le pays unifié, l'installation des nouvelles provinces, l'éclatement de l'ordre judiciaire, juridictionnel, les routes, la voirie, les réseaux ferroviaires, avec l'acquisition de plusieurs locomotives, la relance de la compagnie nationale aérienne, l'économie, la diplomatie, l'armée, la police et les services de sécurité, la politique, la justice et enfin les élections. Le président de la République n'a épargné aucun secteur, et justement à propos des élections, il a dit que ces élections seront financées entièrement par les républiques démocratiques du Congo et que la RDC n'a pas besoin d'appui extérieur. Et ceux qui continuent encore à rêver, la RDC, le cap est maintenu pour décembre 2018, où les élections législatives, provinciales et présidentielles sont prévues. Joseph Kabila